J'ai commencé donc avec pas du tout d'argent et ça a été une grosse catastrophe. La première collection, ça a été vraiment... voilà. Bonjour Jean-Paul Gaultier. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, ça nous fait vraiment très plaisir, vraiment. Comme on se le disait dans la coulisse à l'instant, ça permet de montrer que Télérama, c'est beaucoup de choses. C'est un journal qui est dans la vraie vie, dans la culture, et qui est aussi, comme nous tous ici, dans une forme de proximité, j'ai l'impression avec vous. C'est ce que je disais dans le petit édito rédigé pour présenter cette journée. Moi, j'ai l'impression de vous connaître sans vous connaître, parce qu'on vous voit quand même beaucoup depuis combien, 30 ans, 35 ans? Ouais. À peu près 40 ans de carrière. Mon Dieu, ça ne me rajeunit pas. Voilà. J'ai 66 ans, hein, j'annonce tout de suite la couleur. Voilà. Mais on vous voit à la télé, tout. J'ai cherché l'équivalent, j'ai pas trouvé de personnalité comme ça qui est là dans le paysage, qui a l'air réellement éminemment sympathique. Et on se connaît que depuis 10 minutes en vrai, mais je vois que c'est vrai. Je vois pas d'équivalent. Vous êtes un peu là dans nos vies. Donc merci d'être avec nous, ça fait vraiment plaisir. La date de votre naissance, vous venez de la donner, 24 avril 52. Vous avez donc 66 ans, c'est assez incroyable. Voilà, un taureau de 66 ans. Et je donne juste 2 dates rapidement, puis après on va attaquer les questions, on va pas être trop long au début, mais avril 70, vous débutez chez Pierre Cardin. Ouais. Et puis une 3e date, à 24 ans, très jeune, en octobre 76, c'est la première collection à votre nom. À 24 ans, c'est incroyable. Ben oui, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que je crois, j'ai commencé assez tôt, donc le jour de mes 18 ans, donc chez Pierre Cardin, c'était une parfaite école parce que j'ai pas fait d'école de mode. J'ai pas fait d'école de mode. Je m'intéressais à la mode parce que j'avais vu, un film Falbala et qui m'avait passionné et tout. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. En fin de compte, c'est ce métier-là. Donc après, j'ai travaillé chez Jean Patou. Aussi, le 24 avril 72, je suis rentré chez Jean Patou. Alors là, une vieille maison qui ressemblait un peu à celle de Falbala. C'était l'hôtel particulier de Talleyrand. Et donc le jour de vos 20 ans. Le jour de mes 20 ans. Et puis après, donc voilà, après en 76, donc ça veut dire 4 ans après, je commence la première collection. Mais sans argent, sans rien du tout. Hein. Je l'ai fait simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui croyait en moi, c'est-à-dire mon copain, la personne que j'avais rencontrée et dont j'étais tombé amoureux, qui est devenu mon partenaire, et qui simplement le fait que, moi je ne sais pas si je l'avais pas connu, évidemment j'avais déjà commencé dans la mode, donc j'aurais peut-être fait quelque chose, j'aurais travaillé pour une grande maison, je suppose, ce genre de profil-là. Mais là, du fait qu'on était tous les deux, et on s'est lancé, en fin de compte, on s'est jeté à l'eau, il m'a donné cette confiance-là, et voilà, j'ai commencé donc avec pas du tout d'argent. Et ça a été une grosse catastrophe. La première collection, ça a été vraiment... voilà. Pourquoi? Parce que je n'étais pas du tout organisé, parce que donc j'ai essayé de faire... Alors, ce qui est bien, c'est le fait de ne pas avoir d'argent. Ça m'a permis de créer des choses. Et d'abord, on n'a pas essayé de faire comme les grands, quoi. De jouer, de prétendre à être. On a essayé de faire avec ce qu'on avait. Donc ça a été de la récupération. J'ai récupéré même des doublures, des issus qui étaient de la doublure parce que je n'avais pas les moyens d'acheter des plus beaux tissus, des canevas inachevés qui étaient des travaux pour dames que j'avais trouvés à la Samaritaine, qui étaient des espèces de canevas à moitié vides avec des fils brodés déjà. Et j'en ai fait des dos de boléro. Enfin, et puis là, qui était une espèce de mélange, un tutu avec un blouson de moto. Et puis avec des Converse comme chaussures. C'était un mélange pour la femme un petit peu différent quoi, de ce qui se faisait. C'était du stylisme en même temps, mais parce que je trouvais bien les contrastes entre le côté motard, donc plus masculin pour la femme, avec quand même le tutu qui est l'emblème même de la ballerine et donc quelque chose de très féminin. C'est-à-dire que très tôt, vous aviez déjà défini et touché du doigt cette idée forte qui en fait va traverser toute votre carrière quand même, de ces associations un peu étonnantes, ces mélanges. Et ça, c'est peut-être le fait que, si vous voulez, comme je ne suis pas allé à l'école de mode, je n'ai pas eu, j'imagine que c'est à cause de ça, je n'ai pas eu à faire, en effet, le tailleur. Alors, je voyais qu'il y avait dans certains magazines, parce que je regardais quand même les magazines, c'est comme ça que j'ai appris, je voyais qu'il y avait donc des tailleurs bien coupés et tout, ça devait être bien coupé et tout, et bien fait, élégant, hein. Mais il y avait aussi dans certains, et donc des ensembles et tout, qui étaient des grandes robes du soir, mais il y avait aussi des magazines qui montraient un petit peu, madame, comment vous pouvez le porter vous-même, et quelquefois faire des associations qui étaient beaucoup plus moderne et quelquefois pas contradictoire, mais presque en tous les cas. Tout au moins des surprises et que avec un vêtement, avec mettons une veste, on peut faire plein de choses et la montrer de différentes façons. Vous voyez, on pouvait l'accommoder et lui faire dire d'autres choses.
Alors, on va revenir sur tout ça, mais j'aimerais qu'on commence cette discussion sur ce Fashion Freak Show dont Fabienne vient de dire un mot. Fabienne est allée le voir. Alors là, on ne voit pas le public. Je ne peux pas faire lever la main aux gens, mais je l'ai fait tout à l'heure pour Nathalie Dessay. C'est toujours intéressant de savoir si des gens sont allés le voir. On ne peut pas le faire. Vous êtes dans le noir, on ne vous voit pas. Mais si vous n'y êtes pas allé, allez-y. Il n'y a personne. Si, il y a du monde. Allez-y, c'est aux Folies Bergères. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement joyeux, déjà. On sent les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de petits gestes, de réglages, de calages. C'est quand même, pour le coup, c'est de la haute couture de spectacle vivant, donc c'est assez fascinant comme spectacle. J'aimerais savoir si, quand vous allez là-bas, ou vous y êtes certains soirs, pas tous les soirs, mais vous y allez, est-ce que vous faites comme faisaient les rois de France à travers un petit œilleton, un petit mouchard? Est-ce que vous regardez les gens qui viennent vous voir? Et si oui, qu'est-ce que vous voyez? C'est qui ce public qui vient aujourd'hui célébrer votre magnifique carrière? Donc en effet, à chaque fois que je suis à Paris, j'y suis presque tout le temps, mais à chaque fois que je peux tout au moins y aller le soir, je viens et je suis sur une rangée sur le côté comme ça. Et je circule, quoi, parce que je regarde différents angles et tout, et j'arrive à voir, j'attends certaines réactions à certains moments aussi, parce que quelquefois les réactions ne sont pas d'un soir à l'autre, ça peut changer les réactions. Et il y a certains tableaux sur lesquels j'essaye de voir quand même si les réactions, les premières fois surtout, je me disais, mon Dieu, il y a un moment, un plan à Londres où c'est un tableau un petit peu sexe, et je me disais, mon Dieu, les gens peut-être, est-ce qu'ils ne sont pas choqués, est-ce que voilà, ça peut faire des réactions, et j'essayais de voir les visages et tout, à un moment on voit quand même avec la lumière qui rage, j'arrivais à voir des réactions des visages, et c'est vrai que ça m'intéresse de voir la réaction, parce qu'en fin de compte un spectacle c'est fait pour les personnes qui viennent le regarder. Je sais que moi j'ai eu des grandes émotions par des spectacles, j'ai été ému et j'adore aller au spectacle. Je vais beaucoup, mettons, en Avignon, j'y vais tous les ans et tout assez longtemps pour voir le maximum de spectacles qui est possible. Pour moi c'est les plus belles vacances qui puissent exister. Et je dois dire que là, donc j'aime bien voir les réactions, si les gens réagissent, comment ils réagissent. Quelquefois je suis surpris, ils réagissent aussi sur la musique, ils réagissent énormément sur la musique, je dois dire. On sent que les gens ont envie de se lâcher même, de faire un peu partie du show par moment. Eh ben, je veux dire que j'en suis ravi parce que c'est exactement ce que je ne pouvais même pas imaginer à ce point-là. Donc ça me fait un énorme plaisir parce que c'est ça le but en fin de compte. Alors moi je peux vous le raconter en tant que spectateur. On arrive dans ce hall qui est le hall absolument fascinant des Folies Bergères, qui est peut-être le plus beau hall d'un lieu de spectacle à Paris, qui est presque disproportionné. On a l'impression d'entrer dans une cathédrale, c'est impressionnant. La salle derrière est finalement pas si gigantesque, mais ce hall est dingue. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait de la joie chez les gens qui étaient là, une certaine émotion. J'ai vu des gens qui rentraient vraiment assez empli d'émotions. Et alors les marinières. Le soir où je suis allé, il y avait 50, 60, 80 personnes en marinière. Des marinières Jean-Paul Gaultier, magnifiques, un petit peu coûteuses, c'est normal, c'est de la grande qualité, et des marinières H&M par exemple. Voilà. Alors comment vous le vivez ce signal? Ces gens finalement mettent une forme de signe de reconnaissance. C'est à vous qu'ils envoient ce message de la marinière. Vous devez être touché. Je prends ça comme un message d'amour, quoi, en fin de compte. En fin de compte, si vous voulez, je vais vous dire, j'ai fait ce métier, le métier d'abord dans la mode, pour être en quelque sorte, pour être aimé ou tout au moins accepté. Donc le fait de voir ça, qu'ils font cet effort-là, ça me touche vraiment et... je me prends pas pour Madonna, mais c'est drôle parce que ça me fait penser un peu. Ou moi, quand j'allais voir David Bowie, par exemple, et que je voyais, il y avait des tas de garçons qui étaient avec la mèche de Bowie, qui avaient une allure un peu à la David Bowie. Ou Madonna, les filles avec les petites mitaines en dentelle et tout, et le look avec les croix et tout, et qu'elle s'identifiait à elle, je trouve ça. Alors là, ils s'identifient peut-être pas à moi, mais tout au moins, c'est comme une preuve d'amour. C'est comme si on vous ferait un bouquet de fleurs en plus. Plus que ça, même. C'est vraiment pour montrer, voilà, nous aussi, on fait partie de. Mais du club, presque. C'est presque un signe de reconnaissance. Presque, oui. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a un public très international. Moi, le soir où j'étais, il y avait un groupe de femmes anglaises, alors très habillées, en robes, qui ne sont pas des robes Jean-Paul Gaultier, il faut dire, des robes un peu, vous voyez, meringues, mais qui s'éclataient comme une bande de copines. Et 3 rangs plus tard, 2 femmes voilées. Vous voyez, il y a tout ce mélange-là. Vous l'avez vu, ça? Et comment avez-vous pu intégrer le fait... Voilà, vous saviez que vous alliez avoir un public étranger puisqu'il y a une partie en anglais. Enfin, vous avez un jeu assez habile de traduction de certains tableaux. Ça, c'est quelque chose que vous aviez intégré forcément, que Jean-Paul Gaultier était une marque, c'est aussi le cas, mondiale, et que ce public-là allait aussi venir vous voir, ou que peut-être le spectacle allait tourner plus tard. Si vous voulez, ce que je crois, c'est que tout s'est fait d'une façon presque naturel. C'est-à-dire que quand je me suis dit, je vais réaliser mon rêve de gamin, le premier, c'est-à-dire faire un spectacle, faire une revue,
D'abord, qu'est-ce que c'est que la revue? Mais ça, on en reparlera après. Une revue en général. Mais je me suis dit, bon, ben, il faut qu'est-ce que je peux dire sur une revue? Qu'est-ce que je peux faire comme spectacle? Les choses que j'ai à dire, ben, c'est peut-être ce que j'ai fait, c'est-à-dire de la mode d'abord. Donc peut-être un parcours dans la mode. Pourquoi pas mon histoire? Parce que c'est la seule chose que je puisse raconter. Et si vous voulez, au lieu de l'écrire, je l'ai écrit visuellement. Parce que je suis incapable de mettre trois mots l'un à côté de l'autre, mais par contre, de les écrire. Par contre, je peux tout à fait des images et tout, et puis penser à des images, comment elles vont être. Et donc, j'ai composé, si vous voulez, un petit peu cette histoire, et j'ai essayé de montrer, en effet, tout ce que j'ai voulu montrer dans mes collections au travers des années, c'est-à-dire les rapports hommes-femmes, la féminité, la masculinité, le mélange des genres, comment le travail sur le corps, voilà, des inégalités, différentes sortes de beauté. Aussi, le message principal, c'est plutôt ça. Absolument. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule forme de beauté, mais il y a plein de beautés. Il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux et de voir. Quand on regarde une boîte de conserve, justement, une boîte de conserve qu'on l'ouvre et tout, ben, à un moment, en l'ouvrant, c'était pour mon chat, j'avais ouvert donc une espèce de canigou et tout, et d'un seul coup, enlevant un peu la pâtée, je regarde comme ça, je me dis, tiens, ça me fait penser à un bracelet africain. Oui. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, c'est donc un bracelet africain, je l'ai trempé un peu dans de l'argent, je l'ai un petit peu décoré ou pas du tout, et du coup, ça devenait autre chose. Une boule de thé peut devenir une boucle d'oreille. Vous voyez, quelquefois, le détournement et le fait de regarder avec un autre œil, un œil pas vraiment conditionné, vous voyez, qui est un petit peu comme un œil d'un enfant, en fin de compte, c'est un peu ça. Restez pas avec tous les codes, quoi, et de se dire, ah ben, ça c'est beau aussi, il suffit de le voir, quoi. Ouais, mais c'est très ludique. Chose qui est un peu réactionnaire, presque, si vous voulez, enfin réactionnaire, en réaction plutôt que réactionnaire, en réaction par rapport à la mode, qui elle fait des didactes avec genre, il faut que ça c'est beau, ça c'est pas beau, vous voyez. Je crois qu'au contraire, je crois qu'il n'y a pas que ça qui est beau, mais il y a d'autres choses qui sont belles aussi, il faut les voir aussi. Et c'est pas parce qu'on aime quelque chose et que la mode, c'est ce qui se démode, qu'il ne faut plus aimer après, au contraire. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent continuer, on peut continuer à être fidèle à quelque chose, un style ou un esthétique, mais en voir d'autres qui sont intéressants et aussi les apprécier. Donc ce Fashion Freak Show, c'est comme un livre qu'on feuillette, un album qu'on feuillette, c'est l'album de votre vie, c'est une succession de tableaux. Vous ne l'avez pas fait seul, vous avez fait appel à Tony Marshall, c'est ça? Oui, voilà, que je connais très bien. Et qui d'autre? Alors quel genre d'équipe il faut réunir pour atteindre cette ambition qui est quand même de créer un spectacle qui a de l'allure, quoi. Ben, si vous voulez, j'ai été quand même... alors j'ai mis en scène tous mes défilés, mais enfin, mettre en scène, c'est pas pareil que de mettre en scène un spectacle, un vrai spectacle. Donc évidemment, il fallait des personnes qui soient professionnelles et tout. Donc il y a Tony Marshall, qui elle, je connais de par sa maman et de par elle-même, et qui est absolument formidable et une amie et tout, et qui tout de suite m'a dit oui, j'ai été fou de joie de cela. Il y a même l'apparition de sa maman, Micheline Prel, qui apparaît un peu comme ma grand-mère. En fin de compte, ce qu'elle a été, en quelque sorte, parce que ma grand-mère, en effet, m'a ouvert les yeux sur la vie et sur les gens et sur une espèce de, je pense, de générosité qu'elle avait naturelle. Et Micheline Prels, donc, était l'héroïne de Falbala, le film qui m'a fait vouloir faire de la mode, après avoir voulu faire une revue. Donc ça, à 13 ans. C'est quand même incroyable que ce soit la fille aujourd'hui. Oui, c'est incroyable. Et le lieu, et de faire le spectacle au Folies Bergères, qui est le lieu dans lequel j'ai vu comment ces filles descendent des cintres et tout. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Pas descendre des cintres, ni avec les barésines, ni avec les plumes, mais plutôt, par contre, faire le spectacle. Et du coup, j'ai mis dans le derrière de mon ours des plumes et je lui ai mis comme des faux barésilles. Et ça y est, il était meneuse de revue. Donc, ça a été, si vous voulez, tout ça le départ. Alors donc, les Folies Bergères, et puis Marion Motin pour la chorégraphie. Qui est formidable, qui fait plein de choses très intéressantes, notamment elle a travaillé avec Madonna, déjà on a ça en commun, aussi Stromae et Christine on the Queen, qui fait vraiment des chorégraphies vraiment très très bien, qui a su vraiment faire des choses parfaitement allant avec ce que j'imaginais et au-delà de ça même. Mais comment on fait pour faire travailler tous ces gens ensemble? Parce que c'est des fortes personnalités. Vous avez la troupe, il y a combien de personnes qui... Il y a 15 personnes qui n'arrêtent pas, du début à la fin, ils reviennent. Ils ont plusieurs rôles en fin de compte, parce qu'au départ, je ne pensais pas à des rôles précis. Et puis peu après, alors par exemple, à un moment, pour vous donner un exemple, à un moment on me disait toujours, oui, il faut un narrateur. Et puis moi, le narrateur, on a vu une ou deux personnes, mais qui étaient très bien, mais très classique en fin de compte. Et pour moi, c'était pas la narration que je voulais avoir. Je pensais que c'était bien peut-être. À un moment, je me suis dit, en fin de compte, d'abord, s'il y a un narrateur à avoir, ça serait d'abord des narratrices
une narratrice ou des narratrices, parce que c'est plutôt les femmes qui m'ont éduqué en quelque sorte. Donc c'est normal que ça revienne à elles. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi une seule forme de narration ? Il y a la danse, il y a aussi le chant. Et c'est là que j'ai trouvé quelqu'un en regardant toujours la télévision. Dans The Voice, j'avais repéré Demi Mondaine qui me plaisait énormément. Que je faisais. Elle peut faire le rôle de Hedwige. Elle pourrait faire aussi une Madonna. Enfin voilà. Donc des personnages différents. Et donc ça. Et puis aussi, évidemment, une actrice, c'est Anouk Vial, qui, elle, fait le rôle entre autres, de mon ours, et puis aussi d'une espèce de la commandatour de la mode, c'était la fashion police et tout. Que personne n'a reconnu. Que personne n'a reconnu, ni avec son complice, que personne n'a reconnu non plus. Et pour de bonnes raisons, d'ailleurs, que personne n'a reconnu, du fait que je crois que sa couleur de peau n'est pas tout à fait celle de l'original. Je crois qu'elle a un petit peu changé. Je ne le prononcerai pas. Non. Mais donc, quand même... Voilà, il y a, je l'ai dit, un nombre d'heures de travail inimaginable. Il y a la vidéo, on n'a pas parlé de la vidéo, mais vous avez produit des vidéos, c'est presque du cinéma par moment. Et donc il y a tout ce dialogue incroyable, la musique a une place importante. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, oulala, j'ai eu un peu la folie des grandeurs, on ne va pas y arriver, ça doit être prêt dans 5 jours. Il y a eu un peu de ça ou pas, un peu d'angoisse? Si je voulais, je vous crois qu'il y a évidemment de l'angoisse, mais je crois qu'à partir du moment où c'était mon rêve d'enfant, donc que j'essayais de réaliser, il y a une espèce d'inconscience, comme la première fois que j'ai fait mon défilé, quoi, je veux dire. Sauf que c'était très mal organisé, là, vraiment, et qu'on n'était que 2, alors que là, on était beaucoup plus, j'étais quand même plus soutenu, on va dire. Donc, mais c'est vrai que, si vous voulez, après, c'est peut-être mon côté taureau, d'ailleurs, je fonce après, c'est-à-dire que, voilà, c'est décidé et tout, et puis après, je sais pas, comme j'ai eu la chance, en fin de compte, de réaliser déjà mon premier rêve, et bien, après, je crois, et en fin de compte, si vous voulez, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon envie, c'est-à-dire de faire le métier qui était la mode et qui est toujours la mode, mais donc je me suis dit, voilà, et je vais mettre, à la limite, je vais montrer un spectacle quand même de mode. Donc c'est ce que je sais le mieux parler et proposer des choses, parce qu'on peut dire plein de choses par rapport à la mode. La mode, c'est pas... Je sais que tout le monde... pense à oui la frivolité, d'abord oui la frivolité, quelquefois la frivolité peut être bien, mais c'est pas seulement ça. Avec la mode c'est le reflet de la société. C'est le reflet de ce qui se passe. Et vraiment, les changements de mode, quand on dit qu'est-ce que ça va être la mode la saison prochaine, il y a longtemps que c'est terminé ce genre d'histoire, c'est plus du tout ça. La mode, ça révèle l'état où est la société, là vers où on va, là où on voudrait aller, peut-être d'une façon quelquefois difficile à déchiffrer, et c'est à nous de ressentir un petit peu qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui peut plaire. En ce moment, la mode, d'ailleurs, on en parlera peut-être après, c'est quelque chose d'autre. Enfin, c'est plus exactement ce que c'était à la base, c'est-à-dire habiller les vêtements. Maintenant, c'est plus comme un spectacle. Oui. Mais est-ce que ça veut dire, vous dites que c'est plus comme avant? Avant, c'était ça, c'était dans l'autre sens que s'opérait le mouvement? Les créateurs de mode impulsaient et ensuite la société s'adaptait, c'est ça? Non, pas du tout. Je crois que ça a toujours été... si vous voulez, je pense tout... C'est toujours pareil, mais même parce qu'on dit mode, mais la mode, il y a de la mode dans la nourriture, il y a de la mode dans dans le cinéma et tout. Et à chaque fois, c'est les personnes qui sont à la base et qui font cela sont toujours à l'écoute de ce qui se passe, ce qui se passe, s'il y a des changements sociaux, s'il y a des révolutions, s'il y a des choses qui... le changement climatique provoque des choses, vous voyez, tout influence, et peut influencer. Dans les vêtements aussi, le changement climatique, et maintenant le retour à l'écologie, etc., qui a déjà eu dans les années 70, vous voyez, ça revient et tout, parce qu'on a en effet des sérieux problèmes, et peut-être, je ne sais pas si on peut les résoudre, mais en tous les cas, on peut participer à essayer de trouver des solutions. Donc je veux dire, la mode, c'est aussi comment ça, c'est-à-dire ça doit épouser. Vous savez, par exemple, je vois quand on regarde, mettons dans le Moyen-Âge, vous avez les tours avec les créneaux. Regardez ça c'est l'architecture, donc regardez dans les vêtements, il y avait des créneaux. Donc je ne dis pas que là ça a une résonance seulement esthétique et un peu artificielle, mais et secondaire, mais quand même il y a toujours une connexion avec ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tous les cas, la mode, c'est vrai, on peut dire plein de choses à travers de la mode. Ouvert. On peut communiquer, et on peut aussi communiquer avec la mode. Je crois que depuis un moment, la mode, c'était surtout montrer un milieu social. Maintenant, je crois que... Ouais. Allez-y, c'est le micro que je vais vous montrer. Ah d'accord, oui. On vous perd un petit peu. Désolé. Là, vous m'avez retrouvé... Social. Vous disiez la mode, à une époque, c'était le milieu social, pardon. Oui, c'est tout... Enfin, c'était le milieu social, c'est-à-dire qu'on pouvait prétendre appartenir à un certain milieu social. Et puis après, par la suite,
c'est devenu plutôt enfin, les gens, je crois, l'utilisent maintenant plus avec eux-mêmes en étant actifs, c'est-à-dire en dialoguant avec les autres, en voulant laisser passer des messages, ou quelquefois mentir, faire croire ce qu'ils ne sont pas, ou au contraire montrant ce qu'ils sont, affichant leur point de vue, aussi bien politique que d'autres choses. Donc je crois qu'on communique aussi avec la mode. Ça peut être un bon moyen de communication. Alors, votre spectacle a cet avantage qui est bien pratique ici ce soir, c'est qu'il passe en revue un certain nombre de moments clés de vos vies. Ouais. Et je veux bien qu'on le fasse sur quelques-uns des tableaux. Il y a combien de tableaux en tout dans le spectacle ? Je ne sais plus. 12, 13, 15 ? Au début, j'ai été sur 12, 13, mais je ne sais plus combien il y en a. Maintenant, je n'ai même pas compté après parce qu'on a été ramené. Oui, on doit être à peu près 12, 13, je crois. Alors, dans un instant, je vais vous demander si vous en avez un préféré. Peut-être aussi parce qu'il correspondrait à une partie de votre vie particulièrement touchante, émouvante. Voilà. Moi, j'en ai deux qui m'ont particulièrement touché. Il y a cette scène incroyable, cette scène avec cette maîtresse d'école jouée par Rosy de Palma, qui est la grande actrice de Pedro Almodovar. Et alors cette scène, racontez-la nous, c'est une scène de classe, vous êtes enfant et elle s'est réellement passée. Elle s'est réellement passée, c'est-à-dire que chose assez drôle, c'est justement la suite de ce que j'ai raconté auparavant, c'est-à-dire quand je vois à la télévision donc les Folies Bergères, l'ouverture des Folies Bergères avec un petit extrait où on voyait descendre deux filles nues, ça s'appelait les mannequins nus, avec des plumes, des strass et des barésilles. Je me dis, bon, ça serait très bien pour mon ours, ça, qui soit lui aussi meneuse de revue. Et puis le lendemain, je dessine ça à l'école. Mais l'institutrice me voit. Elle voit que je suis en train de dessiner, que je n'écoute pas son cours. Donc j'étais au CM2 ou CM1, je ne sais plus. Et je sais qu'elle s'avance vers moi, elle passe derrière moi, elle voit le dessin, elle me fait lever, elle me donne des coups de règle sur les doigts, avec une règle en bois. Et elle me fait monter sur l'estrade et elle m'épingle dans le dos le dessin. Et elle me fait faire le tour des classes pour me faire honte et m'humilier en quelque sorte. Mais ce qui était une humiliation est devenu au contraire l'inverse. Parce que moi qui étais plutôt rejeté, du fait que par les autres élèves, du fait que je savais mal jouer au foot, surtout Gaultier on n'en veut pas, nanana, ou Gaultier ah oui c'est une fille manquée, enfin ce genre de choses. Donc j'étais un peu différent et un petit peu plus fragile on va dire. Donc là d'un seul coup, au contraire quand ils ont vu le dessin, ils m'ont regardé en souriant et avaient oh fais-moi un dessin. Et si vous voulez, je pense que là cette espèce de punition est devenue au contraire comme une espèce de récompense et j'ai senti mais je m'en suis rendu compte bien après, que, en fin de compte, ça m'ouvrait les portes et c'était comme une espèce de passeport qui me permettait que d'un seul coup, les gens m'acceptent, quoi. Vous viviez où à ce moment-là, région parisienne ? À Arcueil, banlieue sud. Et donc cette histoire-là, vous en parlez à la maison en rentrant ? J'en ai parlé en rentrant, mais je dois dire, il y a quelque chose de drôle et en plus, c'est amusant, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait partie aussi, qui est dans cette vidéo avec Rosy Di Palma, qui fait le directeur de l'école. Et ce directeur, c'est Jean Telet, qui est écrivain et qui était un ami de classe. Il était à l'époque avec moi. Il a vu donc ce qu'on m'a fait subir et donc je me suis très bien sorti, etc. Au contraire, qui a été très positif. Il était là et donc là, il joue le rôle du directeur qui dit « Mais non, c'est très bien, continue à faire des dessins. » Or, lui, à l'époque, il écrivait sûrement, mais en tous les cas, il dessinait et beaucoup mieux que moi parce que alors, lui, il dessinait des avions, des maisons, des animaux et tout. Et il était assez formidable. Mais déjà, lui était différent. Il était différent parce qu'il était déjà très grand, les cheveux très roux et avec des taches de rousseur. Et je dois dire que j'étais étonné parce qu'il avait un physique donc qui était déjà très différent et j'étais assez attiré par les différences. Et vous vous êtes retrouvé des années plus tard ou vous êtes des années plus tard, oui. C'est qu'on est resté, je crois, 2 ans dans la même classe et puis après, on s'est perdu de vue puis on s'est retrouvés au fil de la vie. Avec plaisir. Après cette petite scène d'humiliation ratée par l'institutrice, vous aviez quel genre de réputation dans l'école, du coup, cette sympathie qu'ont eu certains enfants j'étais celui qui dessinait, à qui on voulait demander voilà, fais-moi un dessin et tout, et voilà, et je faisais un dessin. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer à faire des dessins et à justement, après, à regarder, après, à découvrir Falbala, ça c'est la phase numéro 2, ce film. Mais c'était donc de faire de la mode, mais de faire de la mode par rapport à par rapport à un défilé, c'est-à-dire comme un spectacle, c'est-à-dire que je le voyais au travers le prisme d'un film qui était très bien fait par Jean Becker, mais vraiment assez formidable, avec Micheline Prel qui joue le rôle de ma grand-mère, en plus qui est encore en vie, qui a 96 ans. Grand-mère est encore en vie. Voilà, ce n'est pas ma vraie grand-mère, c'est elle qui fait le rôle de ma grand-mère. Oui. Non, ma grand-mère est morte depuis longtemps, mais elle, donc, je lui ai demandé à Micheline Prel qu'elle fasse le rôle de ma grand-mère un petit peu comme ça, donc elle apparaît, et c'est une apparition donc en rassemblant un peu
ma famille, même d'adoption, quoi, en quelque sorte. Alors on avance un peu dans le spectacle, on avance un peu dans toutes ces influences que vous mettez en avant pendant le spectacle. Arrive Joséphine Baker. Donc là on est en 1927, c'est ça, la fameuse danse à la banane. Et vous, la vous en revue faites... Nègre, qui s'appelait à l'époque. La revue Nègre. Et vous en faites un tableau qui est assez... Pour moi c'est mon préféré, Joséphin et Joséphine. Alors comment est venue cette envie ? Un couple. J'ai eu, alors pour vous dire toute la vérité, il était prévu au départ donc que je montre Joséphine Baker. Et je pensais, je me disais, tiens, ça serait peut-être drôle si je faisais un Joséphin, puisqu'on montre toujours, il y a ce côté avec des représentations, pas pour dire que c'était un homme en réalité, pas du tout ça, mais pour un peu mettre parce que j'ai quand même, quand j'ai fait des défilés pour hommes, mon premier défilé pour hommes, ça a été l'homme-objet. Alors donc je me disais, tiens, ça serait bien de transposer et de faire un Joséphin. J'ai vu que ça posait un problème à certaines personnes, et notamment aux danseurs. Donc je me suis dit, bon, alors on change, mais alors dans ces cas-là, je fais peut-être un couple, une Joséphine et un Joséphin. Comme ça montre au moins l'égalité dans le port de la banane. Pourquoi les danseurs n'aimaient pas le Joséphin seul ? Parce que justement, je pense que... tout au moins le danseur en question, vous voyez comme quelque chose comme si c'était presque une attaque presque raciste, où vous voyez, où se moquer par le rapport à la banane, vous voyez, je pense que c'était quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout mon intention, c'était au contraire le fait de transposer des codes masculins et féminins. Bon. Et donc là, en mettant le couple, je trouve que ça fait un très beau couple et qui s'entendent très bien, et que Joséphin et Joséphine s'entendent très 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 bien ensemble. Et donc ça donne justement ce dédoublement. Et puis la chose par rapport à la banane, voilà, ça ne veut plus rien dire, alors que c'était très fort. Et à l'époque, c'était pas vu du tout comme quelque chose de raciste d'ailleurs. Donc il n'y a absolument aucune connotation, c'est même plutôt l'inverse. Parce que la fille justement est métissée, elle paraît donc très très blanche, oui. Celle qui fait Joséphine Baker, et le garçon est plutôt de couleur. En quoi votre relation à ce lieu mythique que sont les Folies Bergères a pu changer ? Maintenant que vous y allez, c'est presque votre maison actuellement. Pas tout à fait ma maison, mais c'est un lieu magnifique, c'est tellement beau. C'est absolument magnifique. Ça a été changé, parce que cet endroit d'entrée qui est très beau, avec ces chevaux qui sont quelquefois constellés de petits miroirs et tout, dans des couleurs absolument incroyables, donc très colorés, très aussi avec du doré. Avant, c'était un jardin. C'est-à-dire, comme le Moulin Rouge aussi, c'était pareil, c'était une espèce de jardin. On le voit, je crois, dans le film de Baz Luhrmann, Moulin Rouge. On voit une espèce de jardin avec un éléphant dessus, qui existait, paraît-il, à l'époque. Bon, ça a changé. Et là, donc, les Folies Bergères, c'était pareil. Et le lieu lui-même, donc, je voulais que dès le départ, quand on rentrait dans les Folies Bergères, un peu magnifié, il n'y a pas besoin beaucoup parce qu'il est sublime et tout comme lieu déjà, mais par les lumières montrer bien en valeur un peu tout ce qui était, et puis rajouter des choses comme sur les chevaux, mettre des espèces de toujours un rapport un peu avec la mode quand même. Oui. C'est-à-dire que j'ai mis des espèces de mannequins vitrines, mais qui sont tout laqué noir avec des espèces un peu comme des chevaux d'ailleurs, comme des crinières, mais là qui étaient plutôt presque comme des coiffures de mohicans, plutôt punk, on va dire, mais gigantesques et tout, et donc ils font presque comme si c'était des plumes, quoi. Donc ça rejoint à la fois les Folies Bergères, les punks et les chevaux. Donc ça donne quand même des effets. Il y a des expositions aussi, des présentoirs, des choses. On a assez travaillé comme un lieu d'accueil, quoi. Tel que je vous découvre là, j'imagine que vous avez essayé de pousser les portes, d'aller voir les coulisses, les caves. C'est quand même un lieu dingue. C'est un lieu fou. Il y a même un endroit où on peut faire même une espèce de second spectacle assez petit, et ce qui se faisait d'ailleurs, paraît-il, dans les années 40, pendant la guerre. Et alors, il y a une chose à raconter quand même qui est assez incroyable, c'est qu'il y a une galerie, alors qu'on ne peut plus se servir, hélas. C'est-à-dire, au premier balcon, il y a une espèce de galerie qui est en plexiglas, transparente, et alors qui a été faite là. Donc, il y avait les messieurs qui venaient voir le spectacle, qui étaient en dessous, qui étaient juste placés en dessous, et les girls donc étaient donc assez dénudées, mais quand même avec quelques plumes. Elle passait dessus, et donc elle défilait en quelque sorte dessus cette passerelle en plexiglas, et du coup les hommes regardaient en l'air et essayaient de voir ce qui était interdit de voir, et ils le voyaient parce que souvent elles n'avaient pas de culotte. Voilà. Donc c'était un lieu très coquin quand même. Chose inimaginable aujourd'hui. Chose absolument impossible aujourd'hui. D'abord, maintenant, il n'y a plus... alors, je voulais faire passer, évidemment, mais il n'y a plus la rambarde qui permet de la protection et tout, donc c'est plus possible. Mais une chose que je veux dire, c'est par rapport à l'époque et
Gay Paris, dont j'avais toujours entendu parler, c'est que par exemple au Moulin Rouge avec le French Cancan, eh bien les danseuses de Cancan, alors j'entendais dire toujours ah oui le Gay Paris, mon Dieu c'était tellement osé, etc. Tous les touristes étrangers venaient voir et tout, mais c'était très coquin. Mais je ne savais pas à quel point. Je pensais que c'était simplement le fait de voir une cheville, puisque les robes étaient très longues à l'époque. C'était ça qui excitait tout le monde. Pas du tout. C'était beaucoup plus loin que ça. Évidemment, il y avait le French Cancan où elle levait la jambe, mais elle levait la jambe avec les culottes sans fond, c'est-à-dire les culottes fendues. Donc, quand elle levait la jambe, eh bien, on voyait quelque chose d'inimaginable à voir. Voilà. Donc c'était quand même très 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 coquin, vraiment très osé. Très osé, et les gens adoraient ça. En fin de compte, et c'était. Je vous ai posé un petit peu plus tôt la question de votre tableau préféré, qui est en fait une question un peu déguisée pour savoir le moment, sinon préféré, celui qui vous a demandé peut-être, je ne sais pas, le plus de réflexion, d'émotion. Voilà, est-ce qu'il y a un passage dans ce spectacle, et donc un passage dans votre vie qui vous a demandé une attention particulière disons qu'il y en a, on va dire deux, qui sont le début et la fin d'ailleurs. Enfin, le début et la fin de cette histoire. C'est mon histoire, ma rencontre avec Francis. Alors, elle est montrée donc une rencontre, c'est-à-dire que c'est un rapport toujours avec le vêtement. Hein. C'est-à-dire que j'ai rencontré Francis, mais auparavant, j'avais vu, je me souviens une fois, un couple, c'était au boulevard Saint-Michel, et il s'est mis à pleuvoir. Et je me souviens que le garçon avait un imperméable, il a enlevé une manche de l'imperméable et il a recouvert sa copine avec le reste de l'imperméable, donc pour la protéger. Donc un vêtement pour deux. Alors donc j'avais cette idée d'un vêtement pour deux. Et puis j'ai connu donc Francis, et pour mon premier, après on a fait le premier défilé ensemble, et toute la suite il est resté donc quand même 15 ans avec moi, et puisqu'il est mort après. Et donc j'ai voulu l'illustrer à la fois par ce vêtement pour deux, parce qu'après j'ai fait en effet un imperméable pour deux et là une marinière pour deux. Et d'abord j'avais pensé, en faisant la première fois, c'était une robe de mariée pour deux. C'est-à-dire comme si les époux, puisqu'ils doivent s'unir, doivent avoir un vêtement qui les unit. Donc c'était ça l'idée. Après donc c'est devenu la marinière. Là vous allez voir, il y a des corsets et tout, des choses différentes. Mais c'était ça, disons. Et j'ai demandé à Catherine Ringer, qui donc que je connais très bien et que j'admire, évidemment, d'Erita Mitsuko, que je les admirais tous les deux et tout, elle le connaissait très bien avec Francis, et donc qui est un couple aussi, donc elle, de chanter, et elle chante I Want Your Love, donc de Nile Rodgers, mais revu par elle avec ses mots à elle qu'elle a donc réécrit. Et donc je lui ai demandé, et l'autre morceau, donc ce moment pour moi a été très émouvant, et le deuxième, c'est la mort de Francis, c'est-à-dire qu'il est mort du sida. Et donc, quand je l'ai, donc 15 ans après, et donc là, je voulais quelque chose donc parler aussi du sida, parce que c'était pendant longtemps une maladie qui était taboue, et qu'on disait la maladie, on ne parlait pas de... Et je voulais quelque chose de la fois très sobre et en même temps visuellement que tout le monde comprenne. Alors d'une part, il y a la chorégraphie de Marion Motin qui est assez formidable. Catherine Ringer qui chante I Got You Under My Skin, mais elle le chante en rajoutant des paroles aussi, en français, mais en plus en mettant un parallèle un petit peu avec elle qui a perdu donc son compagnon, Fred Chichin, et moi, Francis. Donc c'était un peu comme si elle le chantait à la fois pour Fred et pour Francis. Voilà. Donc c'était ça, et ça se termine par un effet, une allusion au ruban rouge, qui est celui du signe de... Voilà. Et c'est fait contre le sida. Tact, j'ai trouvé beaucoup. Pardon ? C'est fait avec beaucoup de tact. Voilà, mais c'est le plus minimal, je veux dire, comme tableau, vraiment, voilà, avec une lumière, je trouve, qui correspond parfaitement avec ce qui se passe, et puis l'interprétation absolument magique du danseur et de Catherine Ringer. Alors un sujet plus joyeux, avant qu'on on va refermer cette page sur le spectacle, mais on va finir quand même sur un point qui est extrêmement important, qui est celui de la musique. Il y a 2 titres en particulier qui sont des grands tubes des années 80, qui à la fois sont réjouissants à entendre, on a envie de se lever et de danser. C'est Bronski Beat, Small Town Boy, et Frankie Goes to Hollywood, Relax, qui sont à la fois des titres qui ont vraiment marqué l'époque, et je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui nous renvoient à une image un petit peu fadasse d'aujourd'hui quand même, la pop même anglaise, les charts, les top 50, d'ailleurs tout ça n'existe quasiment plus. On vivait là quand même dans les années 80 en termes de production sonore, de messages, de festivités. Ces 2 titres-là sont quand même géniaux. C'était une époque géniale pour la musique pop.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est bien pour ça que je les ai mis. En plus, qui m'ont vraiment tous les deux touché pour différentes raisons. Tout d'abord, Bronxy Beat avec Jimmy Somerville. D'abord, je suis de la génération quand même à regarder beaucoup les vidéoclips qui commençaient depuis déjà quelques années, mais là qui arrivaient, et celui de Bronxy Beat, Small Town Boy, ce gamin qui se fait, qui donc est homosexuel et qui se fait même battre et tout par d'autres, qui l'attaquent, etc. Qui est tout et qui est rejeté par ses parents. On dirait Tintin, Tout c'est un frêle, petit bonhomme. exactement, qui a une voix absolument sublime. La mélodie, évidemment, est extraordinaire et la rythmique est fabuleuse, mais lui, quand il revient, en fin de compte, il s'enfuit parce que son père le rejette, sa mère laisse le père prendre ses décisions qu'il parte. Et il part où? Avec ses copains, il part à Londres pour vivre une autre vie à Londres, avec justement vivre sa vie à Londres. Et je trouvais ça tellement beau, ce que ça montrait avec cette rythmique et le contenu visuel qui raconte justement cette histoire et le cas de plein de personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui acceptaient, comme moi je l'ai eu, qui acceptaient l'homosexualité de leur enfant et qui, au contraire, les rejetaient. Donc j'ai trouvé très beau de montrer cela d'une façon... Mais ça, c'est la force des Anglais aussi, je trouve, de montrer des choses quelquefois d'une façon presque pas crue, mais un peu dure comme ça, et en même temps d'être tellement nette et tellement claire et tellement belle, en fin de compte, et tellement, en même temps, à la fois réaliste complètement et en même temps poétique. Et une mélodie qui est quand même un classique. Une mélodie formidable et une voix exceptionnelle. Donc alors, à l'autre bout, c'est marrant que vous parliez du message même de cette chanson, du clip. Finalement, Frankie Goes to Hollywood, Relax, c'est un peu l'inverse. C'est l'affirmation. C'est les gars qui sont fiers d'être homosexuels. Exactement, comme un passage. Je ne sais pas plus combien d'années plus tard, c'est 4 ans, 5 ans plus tard. C'est proche. Hein. Tout ça, c'est 83, 4. Ah oui, c'est vrai. Relax, que Frankie Goes, là, c'est une espèce d'affirmation et tout, et c'est comme ça, et on montre quelque chose d'assez, comme une espèce de Londres décadent avec des personnages incroyables, mais en même temps très fort, une rythmique absolument incroyable, impossible de ne pas danser dessus, et en montrant une espèce de folie, orgie sexuelle en quelque sorte, mais très montrée visuellement d'une façon assez fantasmagorique et assez complètement réussie, quoi. Et c'était une espèce d'affirmation du fait, maintenant on est passé à un stade au-dessus et on affirme et on n'a pas peur de montrer. Et donc c'était important que ce soit dans mon défilé, dans mon spectacle en effet. Parce que justement cette affirmation et en même temps la rendre assez esthétique, quoi. L'idée c'était. Mais on sent que ces chansons elles ont compté pour vous. Vous avez dansé dessus. J'ai dansé beaucoup dessus et tout, et ça c'était plutôt comme une espèce de signe de libertaire, quoi. Donc ça c'était assez merveilleux, comme en quoi on peut vivre. En plein jour, même si c'était dans une boîte de nuit la nuit, mais on peut vivre en plein jour, donc sans se cacher, quoi. Et il y avait des hymnes pour ça, c'est vraiment des chansons qui avaient un côté comme un peu Dépêche Mode. Tout à fait. Vos années à Londres, vous, c'est un peu avant, non? C'est ça, quand vous viviez c'est un peu. Alors ça a commencé, vous savez quand? Je crois début 70, les premières fois, j'ai été sous le choc parce que c'était l'endroit le plus près de Paris, qui soit le plus différent, d'une différence énorme. L'architecture, toutes les personnes, l'humour, et puis. Donc j'ai aimé tout de suite et la rue et l'extravagance de la rue, la liberté de la rue, la musique évidemment comptait énormément. Et alors un de mes souvenirs vraiment qui m'a marqué, c'était, je me souviens, j'étais sur King's Road. Alors c'était avant le punk, hein, ça devait être en 74, et j'avais vu, maintenant c'est devenu un cinéma, mais à l'époque c'était un théâtre, et je vois une affiche avec des lèvres rouges. Qui dégoulinait comme ça sur le fond noir, comme ça avec les dents, et on voyait les lèvres qui dégoulinaient, et c'était le Rocky Horror Show. C'était le spectacle Rocky Horror Show. Et ça, j'ai trouvé, rien que pour l'affiche, je me suis dit, je vais aller voir le spectacle. Donc j'étais avec un copain, on est allé voir le spectacle, et j'ai adoré, quoi. Je me souviendrai toujours, pour montrer quand même l'esprit anglais qui est tellement incroyable, genre, c'était l'ouvreuse, parce qu'à l'époque, il y avait des ouvreuses, enfin, il y en a toujours dans les théâtres, mais enfin, il y en a un peu moins maintenant, et c'était une dame assez âgée et tout, qui était là avec son petit col blanc et tout, et qui nous met à notre place. Et après, elle avait une lampe torche pour justement trouver la place. Et après, quand on est assis, elle tourne la lampe torche et elle se met vers son visage et elle fait « Ah !»
en hurlant comme ça, comme pour le Rocky Horror Show. Quoi, c'était dément. La petite mamie, voilà, faisait peur. Ah oui, oui, oui. Donc ça, c'était quand même des souvenirs de... Je disais, oh mon Dieu, que j'aime l'Angleterre parce qu'il y a cette espèce de liberté et ce jeu de décalage, de jeu et tout. Et c'est vrai qu'aller à Londres, bon, après, il y a eu les périodes punk. Et il y a eu le film, d'ailleurs, qui est sorti par la suite et qui est devenu un film culte où les gens, après déliraient, se réunissaient pour être habillés et lancer les graderies, au moment du mariage. Enfin, c'était vraiment dément. Je suis allé dans plusieurs endroits. J'y suis allé aussi bien à Paris, où il y avait vraiment ces scènes cultes où tous les fans venaient, qu'à New York ou qu'à Londres. Et c'était à chaque fois délirant. Mais vous avez vécu là-bas? Vous êtes installé à un moment où c'était plutôt des installé, non. J'y allais, disons, toutes les semaines. Je m'arrangeais à y aller presque toutes les semaines. Et les gens croyaient d'ailleurs que j'habitais là-bas. Mais c'est vrai que je sentais une espèce d'ouverture plus grande. Peut-être est-ce le fait aussi d'être étranger dans une autre capitale. Mais en tous les cas, je sentais, tout au moins, j'aimais la musique, je me souviens que moi, une fois, j'avais fait un défilé justement influencé un petit peu par le côté gothique qu'ont beaucoup les Anglais. Je me souviens que j'avais fait un défilé où, à la fin, j'avais demandé, à l'époque, c'était Sappho, une chanteuse qui chantait les mecs, vous êtes des mécaniques. Et donc, je lui avais demandé de sortir d'un cercueil avec une robe, avec des espèces de petits squelettes, des petits squelettes de caoutchouc en frange. Et donc, elle hurlait en sortant de ce cercueil. Eh ben, ça a été très mal pris en France, très, 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 très mal pris. Enfin, avec la presse française de mode et tout, ça a été très mal vu. Alors qu'en Angleterre, par contre, tout ce genre de choses-là, ça faisait plutôt rire. Et au contraire, ils aimaient plutôt ça. Nous, on est quand même beaucoup plus classique. Surtout, je veux dire, la presse de mode, quoi. C'était difficile à décongeler un peu parce que tout doit être chic, devait être à l'époque peau, beige et or, parce que c'était ça le vrai chic. Donc évidemment, le punk n'était pas encore passé par là. Alors le punk 75, 76, 77, c'est un pays qui, vous l'avez expliqué, changeait beaucoup, qui a continué à beaucoup changer après, qui a quand même eu une grave crise économique. On ne se rend peut-être pas bien compte vu d'ici, mais les années 80 en Angleterre, c'est très dur. Tout à fait. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. En tout cas, Londres, c'est l'argent, ça coûte une fortune, etc. Ça a beaucoup changé. Vous prenez toujours du plaisir à aller là-bas? Vous voyez toujours cette excentricité anglaise ou finalement, elle s'est un peu tamisée? Elle s'est tamisée, tout à fait. Mais ils ont quand même... je crois que c'est dans leur veine, dans leur sang, d'avoir ce sens du décalage, de la dérision, de l'autodérision, et puis le fait de quand même vouloir s'amuser. Je sais que quand j'allais dans les boîtes à Londres, eh bien, les gens étaient là pour s'amuser, pour danser, et voilà. Alors qu'à Paris, c'était quand même pour se montrer, pour poser, C'est vrai, c'est pas une critique que je fais, c'est une constatation simplement. Parce que comme si les gens étaient un peu plus coincés et se devaient d'être... je ne sais pas comment dire, plus sérieux et plus... voilà. En tous les cas, dans la mode, il faut être chic et élégant et tout. Sinon, vous voyez, avec des codes bien précis. À Londres, c'est quand même plus... peut-être parce que, justement, c'est peut-être dans un sens presque plus conservateur. Du coup, il y a l'inverse qui se passe c'est là où il y a le plus de révolution. Les punks, quand même, ça a été un renversement esthétique, moral et de musique, évidemment, total. Donc, voilà, ils sont prêts à faire ça, mais par contre, le fils est punk et le père avait le chapeau melon et travaillait à la City. C'était un peu ça. Vous qui voyagez beaucoup et continuez à voyager beaucoup, j'en suis certain, où est-ce qu'il faut que vous alliez aujourd'hui pour trouver cette excitation-là, cette énergie, ce sens un peu de la nouveauté que vous trouviez à Londres dans les années entre, on va dire, 74 et 78? Où aujourd'hui dans le monde faut-il aller pour le trouver, selon vous? Écoutez, je crois que... peut-être il y a oui, en Asie un petit peu, il y a eu le Japon pendant un moment, mais qui continue aussi à être quand même s'ils ont eu une crise économique aussi il n'y a pas si longtemps que ça, mais où il y a quand même une créativité, je trouve vraiment, et ils aiment aussi la différence. Mais attention, le Japon aussi, ce sont des insulaires. Parce que les Japonais sont le Japon est le pays où il y a le plus de différences entre les autres pays asiatiques. C'est-à-dire qu'ils sont très différents des Chinois, très différents des Coréens, bien qu'il y ait des points quand même, et quand même c'est très très différent. Pourquoi? Parce que le côté insulaire. Je pense que l'île fait être sur eux-mêmes et en même temps avec des vues sur le reste du monde, mais en étant fier, comme la Corse, quoi, je veux dire. Vous voyez, mais c'est vrai, ce côté insulaire donne un peu un sens de la différence, justement. Et donc, la différence est cultivée. Alors, le Japon, c'est assez merveilleux. Moi, j'adore le Japon et je dois dire qu'ils adorent la mode. Ils sont complètement tellement à part, leur nourriture. Voilà.
la nourriture la plus différente du monde, c'est peut-être la nourriture japonaise, qui est à la base de poissons, et les saveurs sont différentes. Et ce qui peut paraître quelquefois au départ quelque chose qui n'a pas de goût, en vérité un certain goût, mais on est tellement éloigné d'une autre qu'en fin de compte, on le découvre peu à peu et on l'adore après. Donc je dois dire que je suis assez fasciné par les Japon. Il y a les pays de l'Est aussi qui sont en pleine évolution et qui sont plutôt à la recherche de créativité. À la limite, ce sont les pays qui sont le plus en manque, on dirait, qui ont eu un manque pendant une époque, qui sont le plus peut-être à essayer explorer des nouveaux horizons et des envies de rattraper le temps perdu. C'était ça un peu avec les Japonais, je crois d'ailleurs, qui a été ça, c'est-à-dire d'un seul coup, après la guerre, donc qu'il y a eu avec les États-Unis, donc une espèce de renouveau avec une recherche de, explorer le monde. Alors, pendant une époque, je sais qu'on critiquait beaucoup les Japonais parce qu'ils venaient on se moquait d'eux plutôt que critiquer, parce qu'ils prenaient plein de photos. Oui, ils prenaient plein de photos parce que ça les intéressait, ils découvraient le monde, ils étaient très curieux, comme des gamins. Et après, même si quelquefois ils s'en servaient, mais ils amélioraient les choses. C'est-à-dire qu'ils ne copiaient pas, ils ne faisaient pas des plagiats. Ils apportaient quelque chose d'autre qui est propre à leur culture. Mais leur culture est tellement différente sur tellement plein de points de vue que c'est absolument fascinant. Donc les pays de l'Est aussi, je dirais, les Indes aussi, où il y a des changements, mais là, il y a d'énormes changements aussi sociaux, je crois, qui vont se produire et qui sont en train de se produire énormément. Est-ce que ces voyages, d'une certaine façon, en creux, affûtent le regard que vous avez sur la France? Et si oui, quel est-il aujourd'hui? On sait que souvent, quand on est loin, ça nous permet de regarder la France un peu à distance. C'est quoi le regard que vous portez sur ce pays aujourd'hui, la création aujourd'hui en France, les médias, enfin cette ambiance générale Je crois qu'on est assez critique nous-mêmes de nous-mêmes, autocritique, mais pas de la même façon que les Anglais. On n'en rigole pas. Donc on est en train de se critiquer en disant « Ah oui, les Français, c'est comme ci, comme ça et tout ». Mais en fin de compte, on fait un peu la même chose. Je sais que, par exemple, moi, un souvenir que j'ai quand même quand j'ai commencé à travailler en France, si vous voulez, si j'ai pu continuer à faire mon travail dans la mode, en commençant avec rien, pas de moyens, c'est heureusement qu'il y a eu quand même les Japonais et les Italiens qui ont été là et qui m'ont permis de faire une licence ou d'abord de faire confiance et tout, parce qu'en France, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent et qui s'arrêtaient déjà dans l'industrie. Vous voyez, l'industrie, je crois, était un petit peu avec « Oh ben oui, mais nos enfants ne veulent pas continuer, donc on arrête ce genre de choses-là ». Déjà dans les années... Ça, vous avez été confronté à ça? J'ai été confronté à ça dans les années fin 70, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, quelqu'un qui m'a fabriqué mes vêtements, ça a été... J'ai fait une licence avec un Italien. Donc, j'allais en Italie, mais je créais à Paris. Donc, j'ai employé plein de personnes en France, et par la suite de plus en plus, mais quand même, j'étais fabriqué en Italie. Alors, c'était une espèce d'association. Heureusement qu'il y a eu ça, parce que c'est vrai que maintenant, il y a des gros groupes qui arrivent toujours à faire travailler plein de gens et qui font des choses et qui créent des choses, mais ça a été quand même... si on regarde sur un côté développement, le marché industriel de luxe, de mode, s'est fait en Italie dans toutes les années 70, 80, 90 et encore maintenant. Maintenant, il y a eu des gros groupes qui sont venus. Après, dans les années 90, sont arrivés des groupes français. Mais je veux dire, c'est sûr, avec du marketing, avec des tas de choses qu'on n'a pas trop en France. Vous savez, c'est la règle ici, on va prendre des questions du public, c'est la règle et c'est un plaisir pour nous comme pour vous. Donc dans 2 secondes, on va passer la parole à la salle. J'ai 2 dernières questions. Elles sont un peu lourdes, un peu peut-être costaud, un peu grosses. La première, c'est celle d'une avant-garde. Est-ce que vous pensez qu'une avant-garde aujourd'hui est encore possible, ou est-ce que d'une certaine façon, esthétiquement, tous les registres ont été épuisés? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut encore innover, inventer dans l'avant-garde? Alors je ne vous dirai pas quelle est l'avant-garde qui va ressortir, mais en tous les cas, évidemment qu'il y aura une avant-garde du fait de tout ce qui se passe, que la société est en pleine mutation et en plein, je dirais, quelquefois on peut voir ça comme un chaos, comme la nature, comme le monde est dans une espèce de moment de plein de changements. Est-ce le fait que c'est un nouveau millénaire? Je ne sais pas. Enfin, peu importe. De toute façon, donc ça bouge, ça change. Il y a les choses avec Internet et toute la technologie qui rentre et tout. Il y a peut-être des espèces de frontières ou des choses qui s'ouvrent, au contraire, des associations qui peuvent se faire. Enfin, je pense que pour l'instant, on est à un moment où, ce que je dirais, trop de tout. Trop de tout. On a trop de
tout, de plein de choses, que ce soit des vêtements, plus de vêtements que de personnes pour en porter. Maintenant, est-ce que les gens, par rapport aux vêtements, regardent les vêtements, les regardent seulement plus que les acheter. Ils préfèrent les regarder. Maintenant, le vêtement est devenu un peu un spectacle. Ou alors, on achète des choses comme, mettons, Uniqlo, qui est très, très bien. On peut avoir des vêtements très classiques, bien bons, basiques, etc. C'est parfait et c'est pas très cher. Donc, c'est ça plutôt que les gens sont intéressés par rapport aux vêtements. Ou sinon, les voir en tiens un défilé, ah oui les mannequins très bien, ah oui la musique très bien et tout. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un peu un défilé. C'est simplement un défilé, un spectacle, décidément à chaque fois, un spectacle qui est le défilé. Je vais faire un spectacle qui s'appelait Le Défilé avec Régine Chopineau. Il y a de ça à peu près, oui, 25-30 ans. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit le défilé. Mais donc, il y a ça, mais je crois qu'on est à un moment de mutation. Pardon. On est dans l'époque du trop. On est dans l'époque de trop on nous incite à consommer, mais trop. Alors le couturier que vous êtes, il fait quoi avec ça? Il produit moins, il essaie de produire encore plus juste. Le couturier, il fait quoi? Il a arrêté de faire son prêt-à-porter parce que voilà, il y a trop de monde, il y a trop de vêtements, il y a trop. Et en plus, je pense que les gens, mais en général, c'est de tout. À force de surproduire, à la fin, il n'y a même plus l'envie. Et le fait de regarder, par exemple, maintenant les gens regardent les défilés et ils les regardent, mais quand ils les ont tous vus, je ne sais pas s'ils sont décidés à vraiment acheter quelque chose ou apporter quelque chose, ils ont vu, oh ben voilà, quand on a trop de choix, à la limite, on n'a peut-être plus envie de rien. Donc, voilà, c'est quelque chose qui paraît très négatif. Mais je pense que de ça va sortir et sortira quelque chose, c'est évident. Parce que peut-être quelque chose de beaucoup plus zen. Voilà, si on essaie, par exemple, de faire des choses par rapport à l'écologie, c'est une voie qui n'est pas nouvelle, qui a déjà été faite un peu en 70. D'ailleurs, il y avait un couturier qui le faisait déjà, c'était Jean-Charles de Castelbajac. Et donc, je pense qu'il y a effectivement, ce qui sortira, l'avant-garde qui sortira, ça sera le fruit de ce qui se passe dans la société et de ces chamboulements qu'il y a en ce moment. Alors, c'est difficile à décrypter. Quelles sont les voies qui vont suivre, qui vont arriver. Mais je crois que quelqu'un qui peut bien capter, enfin tous ceux qui peuvent capter le feront. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui commencent maintenant et qui sont des signes vers quoi nous allons aller. Est-ce que ça va se fractionner encore plus? Est-ce qu'au contraire, ça va se rassembler pour trouver une unité? Je ne sais pas. Ça, je ne suis pas encore assez... Merci Jean-Paul Gaultier. Je vais en rester à cette question parce qu'elle était un petit peu longue et puis le temps coule. Donc on va prendre des questions de la salle. Je crois qu'on va avoir un petit peu de lumière qui va apparaître. J'espère que vous allez sortir tous de l'obscurité. Et on a des micros qui circulent, comme on vous l'a dit. C'est important de bien poser votre question dans le micro. Votre question pour Jean-Paul Gaultier. Pas de lumière, pas de micro, on voit rien d'ici, mais c'est pas grave. Je suis sûr que les micros, si ça commence. Personne, Si, je crois deviner des gens. Ça y est. Alors, le micro est là et vous levez la main. Et éventuellement, comme la salle est grande, ce qui peut être vraiment super, c'est si vous pouvez vous lever pour poser votre question. Comme ça, Monsieur Gaultier vous repère dans la salle. Qui veut poser une question? Là-bas. Et vous avez le micro. Allez-y. Bonjour Monsieur Gaultier. Bonjour. Il me semble que Martin Margiela était l'un de vos élèves. Oui. J'aimerais Pas élève, assistant. Meilleur assistant, pardon. Je dois dire. Très bien. Donc du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de son travail et de son influence en général sur la mode. Et j'élargis la question en vous demandant quels sont les créateurs actuels qui, selon vous, sont les plus brillants, je dirais. Oui. Le terme brillant convient parfaitement à ma réponse, que je veux dire. En effet, Martin était un assistant, mon meilleur assistant. C'était une vraie complicité et c'est toujours d'ailleurs mon ami, bien qu'il ait, il a arrêté pour la maison Martin Margiela. Maintenant, c'est John Galliano qui s'en occupe. Il était brillant en tant qu'assistant. Il travaillait très, très, très bien. Au départ, je faisais toute la collection, mais il m'a aidé quand même énormément. Il m'a apporté beaucoup de choses. Et en plus, je savais le jour où il m'a dit « j'arrête de travailler ». Parce que voilà, je voudrais montrer ma propre marque. Je lui ai dit, écoute Martin, déjà c'était un bonheur et un plaisir de t'avoir. Et je dois dire, je savais qu'un jour tu partirais. Mais quand j'ai vu sa collection et son premier défilé, je me suis dit, oh là là, c'est encore mieux que je ne pouvais l'imaginer. Donc il a un talent de folie. Et ce que je dois dire, c'est qu'il a fait l'inverse de ce que je faisais. C'est-à-dire que moi, qui commençais, je fais partie de cette génération où on a été quand même assez médiatisé, quoi, je veux dire, comme créateur. Et lui, il voulait tout à fait l'inverse. Et dans les vêtements, il a fait l'inverse de ce que je faisais. Donc c'est ça qui est formidable. Mais il a trouvé, même si on a plein de points communs,
il le traite à sa façon parce qu'il a son propre style. Donc c'est quelqu'un que j'admire et je respecte énormément. Et maintenant, c'est John qui fait autre chose, mais qui, je trouve peu à peu arriver une espèce d'alliance de Galliano et de Margiela, qui arrive à trouver quelque chose. Mais enfin, Martin, c'est Martin. Et je dois dire que ce qui est admirable quand même, c'est quelqu'un qui a su à un moment arrêter sa carrière. C'est-à-dire au bout de 20 ans, il a dit, bon voilà, maintenant je ne supporte plus la mode comme système, son système. Et donc, sans concession, et il s'est dit, bon, ben, j'arrête, voilà, et je vais faire autre chose. Donc ça, bravo. Parmi les autres... Plus récents, ben, j'adore ce que fait Rick Owen, que je trouve vraiment... Alors là, je vais dire quelque chose qui va paraître peut-être pas très gentil, mais je trouve que pour un Américain, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Non, parce que si vous voulez, les Américains, c'est pas ça, c'est pas la question du goût américain. Non, c'est le côté quand même, le côté qui sont toujours avec le côté commercial et à tout prix. Et ça doit, vous voyez, ça doit se vendre, etc. Si ça va pas... Moi, je me souviens qu'à un moment, il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était Steven Sprouse, qui faisait des choses très, très bien dans les années 80 et qui n'existe plus, qui est mort depuis un moment et qui, à un moment, je me souviens qu'on me demandait alors qui aimez-vous, et j'avais dit un journaliste américain, ah ben Steven Sprouse, et on m'avait regardé comme ça parce que tout simplement parce que il avait fait faillite, mais ça n'empêche pas qu'il avait du talent. C'est pas parce qu'il avait fait faillite qu'il n'avait pas de talent, vous voyez. Donc, je veux dire, bon, c'était un peu ça l'esprit. Et lui, Eric Owen fait des choses, je trouve vraiment, qui vont au-delà. Alors, par exemple, sa façon de traiter, entre guillemets, la caquette en l'air, je trouve que c'était assez incroyable. Il a fait des vêtements pour hommes qui sont un peu, on va dire, pas déculottés, mais disons qui laissent apparaître quelquefois le membre masculin. Mais il l'a fait d'une façon tellement poétique et tellement à la fois sauvage en même temps, à la fois, oui, c'est vraiment de l'art brut, quoi. C'est vraiment assez magnifique et ça arrive à être complètement sans sexe, quoi, aucune connotation sexuelle. Donc je trouve ça assez formidable. Moi, je l'aurais traité d'une façon peut-être plus ludique ou plus coquine, quoi, on va dire. Mais lui, non, il l'a traité d'une façon assez formidable. Mais ça, c'est un détail. En vérité, c'est un grand artiste, grand talent. Lui, il s'approche plus de, si vous voulez, de l'art, on va dire, hein. Un peu comme des garçons que j'adore et qui font des choses aussi assez incroyables et assez abstraites, tout en faisant des collections aussi assez commerciales. Une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est Iris von Herpen, qui est quand même assez extraordinaire, qui elle travaille justement le 3D et des techniques, des technologies tout à fait d'aujourd'hui, d'une façon totalement contemporaine et très belle et très artistique, absolument merveilleuse. Elle est absolument formidable et je trouve qu'elle est... Bon, je suis plutôt attiré par ceux qui font des choses, bon voilà, qui sont peut-être pas si portables que ça. Ah bah si, il y en a d'autres que j'aime qui font des choses plus portables. Il y a évidemment Eddie Slimane, que je trouve très talentueux, qui a fait des choses sublimes pour Saint-Laurent. Très très bien, il a vraiment renouvelé le style Saint-Laurent, remis à aujourd'hui, tout en restant très dans l'esprit Saint-Laurent. Ça, je trouve que c'était très bien. Et puis celui qui est aussi maintenant, Vaccarello, qui a suivi un peu la ligne de Slimane, c'est-à-dire un nouveau Saint-Laurent, mais avec ses propres choses. Voilà, j'aime beaucoup eux. Il y en a d'autres que j'oublie parce qu'il y en a quand même qui sont très talentueux et tout. Et je dois dire que heureusement qu'ils sont là et tout pour quand même toujours être là. Paris, je dois dire quand même, est toujours... C'est-à-dire qu'en Italie, ils arrivent à faire, ils sont ils sont créatifs, moins qu'à Paris. Mais peut-être est-ce dû aux facilités qu'ils ont eues au départ. Peut-être le fait que aussitôt, ça a été toujours... Vous voyez, en Italie, par exemple, le mot beau, c'est un mot courant, ça fait partie de l'éducation. Ma che bello, è bellissima, bellissimo. Toujours on entend ça. Mais les gens, je veux dire, alors qu'en France, quand même, le côté ah ça c'est beau, c'est une certaine personne une partie de la société qui emploie ça. Le sens de la beauté, et surtout chez un homme, c'est un peu suspect presque qu'un homme dise ah ça c'est beau, être trop esthétique quoi, c'est pas si bien vu que ça, enfin si bien vu que ça. Maintenant ça commence et tout, mais les Italiens non, par contre eux ont le culte de la beauté. Mais par contre ils arrivent à faire un mélange d'à la fois plus commercial et en même temps beau et esthétique. À Paris c'est un petit peu plus créatif on va dire, mais on fait moins d'argent que les Italiens. Ça c'est sûr et certain. Monsieur, vous avez gagné le prix de la meilleure question si on en juge par la réponse qui était quand même très complète. Est-ce que quelqu'un veut se lancer après une aussi parfaite question? On peut en prendre une autre. Monsieur. Bravo pour la réponse. Alors une là. Bonsoir. Et puis après monsieur juste derrière. Bonsoir. Je voulais vous demander par rapport à vos collaborations. Je pense notamment à la scène, évidemment à Madonna ou Mylène Farmer plus récemment, et qui je crois vous avez peut-être... retravailler pour son prochain spectacle. Ouais. Est-ce que pour vous, collaborer pour des artistes que vous admirez, c'est quelque chose de
Est-ce que vous considérez ça comme un bonus ou alors c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental pour vous dans votre travail et dans votre création? Ah, c'est plus qu'un bonus, c'est un bonheur, un vrai bonheur. C'est-à-dire que franchement, Madonna, j'admirais, enfin, pareil pour Mylène Farmer, mais Madonna, je trouvais que déjà j'avais repéré le fait que déjà je trouvais qu'elle s'habillait très bien à la base. Ça faisait un peu les looks que je faisais, mais un peu à sa façon, un peu changé. Bon, elle était assez influencée par Paris, mais elle avait un sens de la mode vraiment réel. Et en plus, ce qu'elle disait, c'était le personnage elle-même. C'était pas qu'elle chantait avec une voix absolument remarquable, mais elle chantait bien. Voilà, les musiques étaient sympathiques et tout. J'aimais beaucoup, mais c'était le personnage. On sentait quand même le personnage qui se mettait en scène et qui disait des choses à travers son travail et qui continuait à dire des choses dans son travail. Donc, et je trouvais ça formidable. Donc j'étais en effet fou de joie, c'était une collaboration extraordinaire. En plus, elle avait la même vision et ce qu'elle voulait montrer. Moi, quand j'ai fait de la mode homme, j'ai voulu montrer l'homme-objet, justement en réaction par rapport à la femme-objet, c'est-à-dire que la femme, comme si elle devait à tout prix, si elle était belle, elle était automatiquement bête, alors que c'était vraiment une énormité incroyable. Donc j'ai fait mes défilés hommes en montrant que l'homme aussi pouvait être, comment lui, beau et bête à la fois, voilà, qu'ils n'étaient pas tous intelligents et tout. Bon, c'était pas une obligation d'être bête, mais enfin, ils pouvaient aussi l'être. Donc, c'était montrer aussi la sensibilité. Donc, je sais plus quelle était la question. Donc Madonna, Mylène Farmer, ensuite quoi, Lady Gaga, plus récemment oui, Lady Gaga, oui, mais enfin, elle a moins de style que Oui. Madonna, quand même. Ah oui. Non, mais c'est-à-dire qu'elle aime l'excentricité, quoi. Oui. Non, je veux dire, donc c'est excentrique avant tout. Alors que Madonna, c'est quand même sentir les temps, l'époque, un peu plus comme un styliste et un créateur. Hein. Et je pense que quand même, elle a été très influencée par Madonna. Lady Gaga, à une période quand même sa musique et tout. Mais cet exercice-là pour la scène vous sert un peu de laboratoire? Ça vous permet de voir les vêtements dans c'est une un belle autre aventure. contexte, ou... Ça me permet c'est une aventure dans le sens où, si vous voulez, j'ai des libertés. Mais en fin de compte, c'est aussi rentrer dans un univers, même s'il est proche du mien, et ben ça me donne encore une nouvelle aventure et ça me fait rebondir sur d'autres choses et je l'adore, quoi. C'est quelque chose de vraiment se mettre au service de quelqu'un et tout. Parce qu'en fin de compte, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas être sur la scène, en vérité. C'est un peu plutôt travailler avec des gens qui me portent et qui m'inspirent, en fin de compte. Et c'est vrai que dès le départ, j'étais quand même influencé, moi, par David Bowie, voilà, par toutes ces rockstars un peu comme ça, androgynes et étranges et excentriques et extravagantes, qui avaient des looks d'enfer. Boy George aussi a été quelqu'un d'absolument formidable. Enfin, était toujours à une voix absolument sublime. Et donc, c'est vrai que ce genre de personnes, de par leur voix, de par ce qu'ils chantent, de par et tout, me font avancer et m'apportent des choses et des bonheurs. Et quand j'ai la chance de pouvoir les habiller, ben là, je suis fou de joie, quoi, parce que c'est vraiment une union de quelqu'un que j'admire. On avait une question là, monsieur. Et puis après, on passera la parole à Jean-Michel. Monsieur là, voilà. Bonjour. Ma question revient par rapport à ce que vous disiez sur la connexion de la mode et de la société. On a quand même un décalage énorme, c'est que les mannequins aujourd'hui qui défilent ne représentent pas du tout les personnes qu'on croise dans la rue, au niveau de la taille, au niveau du poids et ainsi de suite. Oui. Moi qui ai un problème de poids, j'ai énormément de mal à trouver des fringues, des vêtements de marque ou de non-marque qui correspondent exactement à ce qu'on est. Or aujourd'hui, vous avez des magasins qui lancent des mannequins dans les vitrines qui correspondent aux personnes d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec une forte poitrine. Et pourquoi justement vous n'êtes pas parti dans cette voie-là ou pourquoi je regrette, monsieur, je suis parti tout à fait depuis longtemps. Oui, mais dans les défilés, c'est certain. Mais pourquoi ne pas avoir Alors, pour vous répondre, j'ai compris ce que vous vouliez me demander, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que si vous voulez, on est en face d'un système avec des boutiques, par exemple. Moi, si vous voulez, je n'ai pas eu tant de boutiques que ça, même j'en ai eu au total peut-être 4-5, c'est tout au total. Il y avait des multimarques qui m'achetaient. Et donc là, au niveau des acheteurs, il y a des acheteurs qui choisissent et qui vont demander les tailles et tout, et quelquefois ne prennent que des tailles. Ben non, on pouvait faire, à un moment j'avais fait des small, medium et large pour arriver à faire que mettons même hommes et femmes puissent porter la même veste et tout, mais à des tailles, et chacun voyait la taille qui lui correspondait, en faisant et même extra large et tout pour arriver à faire une étendue comme ça. Mais c'était quand même assez mal reçu par les boutiques. Je ne dis pas que c'est la faute de toutes les boutiques, mais il y en a quand même qui font une sélection avec justement des vêtements pour personnes en effet qui n'ont pas la taille. Moi j'ai essayé toujours de montrer, mais attention, non plus je ne suis pas à ne montrer que des personnes qui sont
sont à forte poitrine, à forte hanche ou même un peu enrobées et tout. J'en montre dans mon défilé. J'ai fait des formes certaines formes qui peuvent aller en effet à ces personnes, parce qu'en effet, quand c'est plus fité, eh ben, les boutiques ne vont pas acheter parce qu'ils se diront qu'il y a peu de personnes qui viendront chez elles, peut-être aussi. C'est comme une espèce de cercle comme ça. Mais en vérité, je pense qu'on peut arriver à s'habiller, et c'est en effet très bien. Mais ça, c'était un projet, mais maintenant j'ai arrêté mon prêt-à-porter, de faire après justement une espèce de mode taille forte. Mais je crois qu'il y a des personnes qui vont le faire et qui commencent, comme vous le disiez, à le faire. Donc c'est très très bien. Une dernière question ici. On va devoir rendre la salle après, je suis désolé, mais l'heure a très vite passé en votre compagnie. Il est 19h08. On a une question, une intervention de Jean-Michel. Je crois qu'on reconnaît cette personne. Oui. Bonsoir. Salut Jean-Paul. Salut. Moi, je voudrais te poser une question naïve, mais finalement, je te regarde depuis tout à l'heure. J'entends ce que tu dis, je sais ce que tu dis depuis longtemps, j'admire ce que tu es, ce que tu dis. Mais je voulais te demander une chose. Est-ce que c'est important pour toi la façon dont tu t'habilles ? Absolument pas. Alors là, vous pouvez le remarquer et tout. Vous voyez, bon, le mélange des deux couleurs n'est pas spécialement subtil et tout. Bon, ça peut aller. La chemise, mais qui n'est même pas du vrai jean et tout. Le pantalon acheté chez Uniqlo, par exemple. C'est vrai que c'est voilà. Et mal, la chemise aussi, mais j'aime beaucoup ce que fait Uniqlo et tout. Je trouve que c'est très bien et tout. Non, moi, ce que j'aime, c'est habiller les autres. Moi-même, évidemment, je sais pas, c'est comme quand on dit les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. C'est presque ça. Oui, Je n'ai pas fait ça pour m'habiller moi. J'ai pas fait ce métier pour m'habiller moi. C'est au contraire pour, voilà, avoir des muses, des héroïnes, des gens que je vois et qui m'inspirent et tous les habiller. Mais moi, en fin de compte, bon ben voilà, on passe à autre chose, quoi. Tu es un créateur de rêve dont tu ne fais pas partie. C'est ce qui te différencie un peu de Lagerfeld, qui est lui-même, qui est lui-même le propre mannequin de lui-même. Ouais. En tout cas, bravo, merci. Moi, Merci. j'ai une toute dernière question pour vous, Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire je perdre sais, cette si vous gourmandise ? voulez. On sent une vraie gourmandise, un appétit. Qu'est-ce qui pourrait le mettre en danger ? Je vais vous dire une chose, c'est que qu'est-ce qu'on appelle arrêter ? Alors c'est une activité réelle, c'est-à-dire le fait de vraiment faire quelque chose, concrétiser et tout. Oui, ça pourrait être ça, être arrêté d'une certaine façon. Mais moi, j'ai commencé sans commencer, c'est-à-dire que je faisais déjà mes défilés en dessinant pour moi, et puis le montrer à ma maman, montrer à ma grand-mère et tout. Voilà, je faisais défiler les feuilles de papier comme ça, et après je les fais en vrai. Bon ben, après revenir à redessiner pour moi ou pour montrer à des amis, ben, je peux très bien le faire, pourquoi pas. Merci Jean-Paul Gaultier, merci. Merci.